également, et sans oublier l'espace partenaire en fin d'émission. L'émission, comme vous le savez, elle est interactive. Vous, à la maison, vous avez la possibilité de contribuer à travers des messages via notre numéro de téléphone ou alors à travers notre numéro WhatsApp. Vos questions, vos contributions, mais également vos suggestions sont les bienvenues. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous avons choisi de parler de l'entrepreneuriat culturel au Cameroun. Un thème, comme je le disais, d'une importance qui n'est plus à présenter. Et nous avons choisi deux personnalités fortes du monde culturel au Cameroun. Un qui est au quotidien sur le terrain et un autre qui gère le volet institutionnel de la question. Mais avant de rentrer dans les débats, mesdames et messieurs, comme il est de coutume tous les jeudis lorsqu'il est 17h, commençons par une vidéo de motivation. Comme j'aime bien le dire, question de vous mettre en condition et on se retrouve juste derrière. La richesse n'est pas une question de hasard ou de chance, il faut savoir comment la construire pas à pas et sur de bonnes bases. Devenir riche et prospère nécessite une implication de soi dans tout ce que l'on fait et tout ce que l'on entreprend. Ce qui différencie fondamentalement une personne riche d'une personne pauvre, ce sont les habitudes et le mental. Les grandes différences viennent souvent des petits changements sur le long terme. Ainsi, vous pouvez changer complètement de direction si vous modifiez votre trajectoire de quelques centimètres chaque jour. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 habitudes de riches à copier. Surtout restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Numéro 1. Vivez selon vos moyens et faites des économies. Les gens riches évitent les dépenses excessives en payant leur avenir en premier. C'est-à-dire investir en toi par le biais de formation par exemple, et te constituer une épargne de sécurité. Les économies et les investissements sont les fondations de ta réussite. Les dépenses inutiles et les dettes, tes ennemis. Si le riche sait gagner de l'argent, il sait surtout faire des économies et accumuler la richesse. De nombreux pauvres sont des riches qui n'ont pas su garder leur argent. Appliquez la fameuse règle des 20 sur 80. Économisez 20% de vos revenus et vivez avec les 80%. Évitez de trop dépenser et de galérer avec un train de vie au-dessus de vos possibilités et un endettement. Numéro 2. La lecture, l'exercice quotidien des riches. La lecture quotidienne est une excellente habitude à prendre. Grâce à ce temps passé à lire, tu vas pouvoir augmenter tes connaissances et découvrir de nouvelles opportunités. Lire des informations qui accroissent vos connaissances sur votre entreprise, votre secteur, votre métier ou votre carrière, ce qui vous rend plus efficace et plus intéressant. Dévorez des ouvrages de développement personnel, des biographies de dirigeants qui ont réussi, et tenez-vous informés de l'actualité. La raison pour laquelle les gens qui réussissent lisent est de s'améliorer. Cela les sépare de la concurrence. En augmentant leurs connaissances, ils sont en mesure de voir plus d'opportunités, ce qui se traduit par plus d'argent. Numéro 3. Contrôlez vos émotions. Toute émotion n'est pas bonne à être exprimée. Si vous dites tout ce qui passe dans votre esprit, vous risquez souvent de blesser. La parole facile et non maîtrisée se remarque souvent chez les personnes qui se battent financièrement. Les personnes riches filtrent leurs émotions. Ils comprennent que laisser les émotions les contrôler peut détruire les relations au travail et à la maison. Numéro 4. Définissez des objectifs quotidiennement. Afin de bien commencer sa journée professionnelle en l'occurrence, la planification de ces tâches est primordiale. L'idéal serait de définir la veille un nombre précis de tâches principales à accomplir le lendemain. Afin d'être sûr d'atteindre ces objectifs, il est nécessaire de limiter cette liste à 3 choses à faire, celles les plus importantes. Il faut noter que mettre trop de tâches à accomplir en une journée risque de vous pousser à l'inaction. En outre, réussir les tâches qu'on a planifiées entretient notre motivation. D'ailleurs, vous devez toujours garder en tête vos objectifs. Rappelez-vous, vos objectifs finiront par s'accomplir si vous restez focalisé dessus. Numéro 5. Passez moins de temps à surfer sur Internet. Combien de temps perdez-vous devant un écran? Les 2/3 des personnes fortunées regardent moins d'1 heure la télévision par jour et presque autant passent moins d'1 heure par jour sur Internet, à moins que cela ne soit lié au travail. Au lieu de cela, ces personnes utilisent leur temps libre consacré au développement personnel, au réseautage, au bénévolat, à des emplois secondaires ou à des entreprises secondaires, ou à la poursuite d'un objectif qui mènera à des récompenses plus tard.
Tandis que les personnes qui luttent financièrement passent 1 heure ou plus par jour à regarder la télévision et à surfer sur Internet de façon récréative. Numéro 6. Avoir un mentor et des modèles à suivre. Le chemin le plus court vers le succès, c'est la copie. Il faut avoir des gens qui ont réussi à devenir millionnaires dont vous allez vous inspirer, que vous allez copier et que vous allez écouter pour savoir la meilleure façon pour vous de devenir millionnaire. Non seulement, il faut avoir un mentor mais il faut savoir le suivre et l'écouter. Naturellement, vous ne ferez pas tout ce qu'il a fait surtout si cela n'a pas produit du résultat pour lui ou ne s'adapte pas à votre contexte. Si vous connaissez vos objectifs, trouvez quelqu'un qui les a déjà atteints. Vous serez étonné par le nombre de personnes qui veulent donner un coup de main et surtout mener à votre réussite financière et personnelle. Numéro 7. Parlez moins et écoutez plus. Un ratio de 5 à 1 est à peu près juste, vous devriez écouter les autres 5 minutes pour chaque minute que vous parlez. Les gens riches sont de bons communicateurs parce qu'ils sont de bons auditeurs. Ils comprennent que vous pouvez apprendre et vous éduquer en écoutant ce que les autres ont à dire. Plus vous en apprendrez sur vos relations, plus vous pourrez les aider. Numéro 8. Savoir bien s'entourer. Avoir un environnement rempli de personnes motivantes et inspirantes. Cela permet de se challenger et se surpasser pour réussir. Donc évitez les personnes négatives, et entourez-vous uniquement de gens positifs. C'est en passant du temps avec Steve Wozniak que Steve Jobs a connu la réussite. Ceux qui réussissent s'efforcent toujours de côtoyer des gens plus brillants qu'eux. Numéro 9. Prenez du plaisir à travailler et faites-en beaucoup. Si vous aimez voire adorer votre travail, vous travaillerez sans rechigner plus de 50 heures par semaine. Le fait d'aimer ce que vous faites potentialise votre créativité qui se transforme en valeur monétaire. Si vous vous rendez indispensable aux yeux de votre employeur ou de vos clients, si vous travaillez dur pour atteindre un objectif personnel et collectif, vous en retirez à terme un enrichissement. Numéro 10. Patience et persévérance. Ceux qui réussissent dans la vie ont 2 choses en commun, la patience et la persévérance. Ils ne cessent tout simplement pas de courir après leurs grands objectifs. La réussite n'appartient pas qu'aux personnes les plus talentueuses. Il faut persévérer et être patient voire au-delà de ses croyances limitantes pour transformer un rêve en réalité. Réussir ne vient pas toujours du premier coup, mais à force de patience et de persévérance, on en vient à bout. Les personnes qui réussissent savent être patients. Derrière chaque personne qui a réussi à partir de rien, il y a au moins 10 à 20 ans de travail. Le secret, c'est d'être patient et de persévérer et de prendre le temps de fêter vos petites victoires en cours de route. Pour conclure, toutes ces habitudes sont destinées à vous diriger vers votre propre réussite, comme elles l'ont fait pour de nombreux entrepreneurs à succès, aujourd'hui mondialement reconnus. Alors j'espère que ces exemples vous auront donné l'inspiration, dites-moi dans les commentaires lequel de ces habitudes vous avez déjà. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner sur la chaîne. Sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était notre première halte consacrée bien sûr à la vidéo de motivation. Il était question dans cette vidéo de motivation de vous montrer 10 habitudes de riches à copier. Et moi, j'ai retenu dans cette vidéo qu'il faut limiter le temps que l'on passe sur Internet, notamment sur Facebook, à scroller, tant qu'il ne s'agit pas de travail. Parce que les riches accordent moins de temps à scroller sur Facebook, mais également moins de temps à regarder la télévision. J'espère que vous, à la maison également, vous avez retenu quelque chose de cette vidéo de motivation et que vous avez copié quelques habitudes de riches et que vous allez pouvoir mettre cela dans vos habitudes pour vous permettre d'être des entrepreneurs à succès. Vous qui nous prenez à l'instant, mesdames et messieurs, c'est le rendez-vous des entrepreneurs, votre programme d'éducation financière et éducation de masse, diffusé en direct tous les jeudis à partir de 17 h sur MyTV Channel. Vous avez la possibilité également de nous regarder à partir de l'application connectic.tv via vos smartphones ou également sur ma page Facebook Armstrong Lombardie. La thématique du jour, c'est l'entrepreneuriat culturel au Cameroun et tel qu'annoncé, nos invités seront installés tout à l'heure et ensemble nous allons disséquer cette problématique qui s'impose de plus en plus comme une question vitale dans le développement de notre Cameroun, car nous le savons, aucune grande nation n'a atteint le développement sans s'être appuyée sur sa culture. Et ce n'est pas Larissa Boaekao, notre experte, qui me dira le contraire, car comme tous les jeudis, elle s'est également appesantie sur la question et elle nous livre cela dans cette courte vidéo qu'elle a bien voulu nous faire parvenir. Chers téléspectateurs, on regarde la vie de Larissa Boaekao
Et bien sûr, on se retrouve juste derrière pour accueillir nos invités et ouvrir le débat. L'avis de Larissa Boaikao. Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable semaine. Je suis Larissa Boaikao, nous sommes jeudi 29 septembre. Dans le cadre de notre émission hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs, nous parlerons aujourd'hui de l'entrepreneuriat culturel au Cameroun. L'entrepreneuriat culturel au Cameroun, selon moi, c'est tout ce qui renvoie à l'artistique. Et quand je dis artistique, je mets la littérature, je mets la cuisine, je mets la danse, je mets le cinéma, mais également je mets la musique. Et que nous soyons en Europe, que nous soyons en Afrique, en Asie, ce sont des secteurs d'activité à forte valeur ajoutée. Pourquoi je le dis? Simplement parce que selon moi, ils allient ces différents domaines-là, réussissent à allier divertissement et apprentissage. Déjà, il faut dire que je suis ici en Europe et depuis que je suis là, j'ai une autre façon de pouvoir comprendre et de pouvoir apprécier la culture qui se présente à moi. Et donc, je vais dire pour cela que le voyage permet de montrer le savoir-faire et le savoir-être d'un continent, d'un pays et même d'une région. Et cela passe par sa culture. Est-ce à dire que la culture serait quelque chose de statique? Selon moi, je dirais non, la culture ne doit pas et n'est pas statique parce qu'elle évolue. Elle ne change pas forcément, mais elle évolue. Et dans son évolution, elle doit garder son essence. Un peu comme on le voit en génétique, il y a des brassages de personnes, des blancs avec des noirs, des blancs avec des asiatiques, des noirs avec des asiatiques même, ou même entre différentes tribus. Au pays, nous avons 214 tribus, mais nous voyons des Bamileke avec des Beti, des Bamoun, avec peut-être des Douala, mais sans pour autant que ce brassage-là fasse que les gens perdent leur culture, perdent leurs essences. Je pense que c'est également ça la culture. La culture évolue, mais elle garde son essence. Elle évolue, elle garde son essence. Même si cette culture-là n'est pas, ces traits de culture ne sont pas apparents, mais n'empêche qu'ils sont présents. Exactement comme la génétique. Mais je voudrais également attirer l'attention justement sur ce point-là parce que la culture, on peut la perdre. Et nos ancêtres, nos parents les plus âgés ont tendance à dire que nous les jeunes, on oublie notre culture, on oublie d'où on vient. Mais je veux attirer l'attention sur ce point-là que la culture en Afrique et au Cameroun en particulier, on a tendance à la perdre parce que je me dis, nous vivons dans une économie de subsistance. La culture, c'est quelque chose de passionnel. C'est quelque chose qui, dans la passion, on retrouve la culture. Dans la passion et en faisant ce qu'on aime, oui, on arrive à mettre son essence, à mettre son être dans ce qu'on fait et par là, à transmettre une coutume, à transmettre quelque chose qui va se partager. Donc, arrêtons déjà de partir sur une économie de subsistance, arrêtons d'empêcher les gens, les jeunes, de pouvoir vivre de leur passion. On sait au pays, quand tu vas voir, que ce soit un parent ou un proche, et que tu leur dis, je vais vivre de ma passion, du foot, ou par exemple de la cuisine, de la danse, automatiquement, ce qu'on te dit, c'est non. Ça ne va pas marcher. Et il n'y a que la détermination du passionné, de l'entrepreneur, là, de celui qui s'est décidé de se lancer dans ce secteur d'activité-là, qui le pousse à aller plus loin. Donc, ce que je voudrais également dire au continent, en Afrique et au Cameroun en particulier, il faudrait que l'on laisse les gens aller dans leur passion, faire ce qu'ils aiment le plus. Et c'est dans ça que notre culture pourra revivre. C'est dans ça qu'on pourra retrouver justement cette culture-là. Parce que chacun en son sens, comme je l'ai dit, la génétique, c'est dans le sang. La culture, elle ne se perd pas. Elle reste là, peut-être tacite, mais elle reste présente. Mais si on arrive à faire ce qu'on aime,
par quoi on est passionné, je me dis, on arrivera à ce moment-là à transmettre ce qui se cache dans nos gènes. Donc, pour moi également, il faudrait, par ce point-là, montrer l'importance de la culture et que l'État, parce que sans l'État, nous ne pourrions pas réellement parler de la culture parce que c'est un domaine qui demande fortement de l'investissement, des montants assez énormes. On peut parler des milliards pour la culture. La culture, ce n'est pas seulement dessiner, mais ce serait toujours mettre une école, développer des projets, développer peut-être en place un carnaval. Moi, ce qui m'étonne aussi, par exemple, qui me surprend, c'est que nous sommes dans un pays où tout le temps on a le soleil. Et ici, ils ont toujours tendance à renvoyer ce soleil-là à la joie, la bonne humeur. Et nous n'avons pas de carnaval au Cameroun. Nous n'avons pas d'école d'art, nous n'avons pas d'école de théâtre, nous n'avons pas d'école qui stimule même le design et qui promeut par ce moment-là la culture africaine. Donc moi j'aurais dit comme idée de projet que je pourrais donner dans le domaine de l'entrepreneuriat culturel. J'ai déjà parlé plus haut du cinéma, j'ai parlé de la cuisine, j'ai parlé de la danse. Est-ce que ce serait pas possible de mettre en place un carnaval qui va réunir tout ça, qui va pouvoir montrer au monde nos différentes danses? On a 214 ethnies, mais est-ce que ce ne serait pas possible donc justement de mettre en place un carnaval qui va faire ressortir ces danses-là? Est-ce que ce ne serait pas possible pour l'entrepreneuriat culturel de mettre en place des théâtres qui va raconter l'histoire de l'Afrique et du Cameroun en particulier? Je pense qu'on peut, de par notre richesse culturelle, par notre positionnement stratégique, faire valoir cela et en s'associant à d'autres domaines, à d'autres secteurs d'activité tels que le tourisme, tels que le cinéma, on pourrait bien se positionner et je pense que l'Afrique a beaucoup à raconter et l'État, les jeunes entrepreneurs devraient se mettre ensemble afin de porter cette culture-là. Parce que lorsqu'on arrive ici, on voit effectivement leur culture, de par leur façon de s'habiller, de par leur façon de parler, de par leur façon de construire. Même, ça veut dire que même au niveau de l'architecture, dans nos écoles d'architecture, il faudrait que notre culture s'imprègne, s'incruste, afin que même dans la façon dans nos couleurs, dans nos représentations que l'on reprenne, on retrouve notre culture. Je pense que la culture, selon moi, est le numéro 1 de l'entrepreneuriat en Afrique. Il faudrait que l'on mette cet entrepreneuriat culturel en avant et que cela puisse tirer les autres secteurs d'activité vers le haut. Même dans la construction de nos voitures, dans le choix des cultures, dans le choix des tissus, il faudrait qu'on retrouve la culture africaine. Donc je vais dire pour moi que les entrepreneurs, que l'État, que l'on ne soit plus dans une économie de subsistance, mais plus dans une économie de développement où notre culture sera mise à l'avant parce qu'on aura des jeunes entrepreneurs passionnés, des jeunes qui vont aimer ce qu'ils font et qui par de là auront des dévotions en fait et pourront mettre leurs essences dans ce qu'ils font, un peu comme moi avec l'entrepreneuriat. Donc, je vous dis merci et j'espère vraiment avoir attiré votre attention sur ce point-là. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre thématique. N'hésitez pas de écouter avec beaucoup d'émotion. L'entrepreneuriat culturel au Cameroun, on va dire en débat ou en question. L'industrie culturelle et créative est considérée comme le secteur de l'économie mondiale qui connaît la croissance la plus rapide avec un taux de croissance estimé à 7% du produit intérieur brut mondial. Le secteur de la culture en Afrique absorbe de plus en plus la population active en créant des emplois, en générant des revenus et en contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté. Le Cameroun dispose d'un vivier impressionnant de créateurs
capable d'alimenter les principales filières économiques de la culture. De plus, elle regorge d'un patrimoine culturel important. Mais le paradoxe, force est de constater que les structures organisationnelles devant combiner ces facteurs restent de faibles capacités. Cet après-midi, nous avons voulu essayer d'interroger ce paradoxe, de comprendre pourquoi ce Cameroun, qui est généralement qualifié d'Afrique en miniature, plus de 260 ethnies, 4 grandes aires culturelles, une diversité qu'on ne présente plus tant dans le domaine culinaire, vestimentaire, architectural, littéraire et autres. Un vivier, comme on l'a dit, incommensurable de culture avec des acteurs majeurs. On a eu une cinématographie florissante. On a un secteur de la musique qui, malgré des soubresauts, a quand même produit de la musique sur le plan mondial, sur le plan de la littérature et j'en passe. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de développement, lorsqu'on prend les pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, lorsqu'on prend les dragons d'Asie, lorsqu'on prend le Brésil avec la soft power, on comprend aujourd'hui que ces puissances-là ne sont devenues que des puissances grâce à la mise en avant. N'arrive pas véritablement à se positionner comme étant une puissance avec toute cette diversité. Parcourir la question, mais nous avons quand même voulu marquer un stop, planter le décor et peut-être plus tard poursuivre les échanges. Et pour ce faire, mesdames et messieurs, nous avons sur le plateau cet après-midi Monsieur Guy-Marc Tony Meufeu, qu'on ne présente plus dans le landerneau culturel camerounais. Depuis plus de 20 ans, il œuvre au soutien et à l'accompagnement des artistes. Il est membre du comité artistique international du Grand Marché des Arts et du Spectacle d'Abidjan, que nous tous nous connaissons, le Massa. Il porte également depuis de nombreuses années un grand projet Bantou. Lorsqu'on parle culture, il est un élément incontournable. Nous l'avons sur le plateau cet après-midi et ensemble, nous allons poursuivre un débat qu'il a déjà commencé depuis de nombreuses années. Il est des nôtres cet après-midi. Et avec nous également, nous avons Monsieur Edmond Bala Elanga, directeur du livre et de la lecture au ministère des Arts et de la Culture du Cameroun. Un mélomane averti, un homme de culture, la main sur le cœur devant Dieu. Avec lui, nous allons questionner la politique culturelle du Cameroun, parce qu'il faut dire que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat culturel, cet après-midi, il n'est peut-être pas mandaté par le ministère, mais c'est son activité au quotidien. Il impulse la politique culturelle du Cameroun dans sa direction. Monsieur le directeur du livre, nous sommes ravis de vous avoir. Vous des entrepreneurs, merci d'avoir accepté. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là et éventuellement de pouvoir donner des avis qui peuvent aider, n'est-ce pas, à clarifier un certain nombre de choses, à permettre à ce que le public y est fait, dans quelles circonstances c'est fait, pourquoi c'est fait et vers quel objectif tout cela est fait. Vous êtes bien le directeur du livre et de la lecture au ministère des Arts et de la Culture du Cameroun. Oui, entre autres, je m'occupe du secteur du livre en tant que directeur du livre, effectivement, mais je suis aussi responsable du Centre régional pour la promotion du livre en Afrique. Voilà, le CREPLA, mais au-delà de ça, vous avez d'ailleurs bien fait de faire venir Tony Meufeu, parce que nous avons quand même un cheminement assez lointain, je dirais, depuis les années 94. Donc, le secteur de la culture, on l'a parcouru dans tous les sens. Aujourd'hui, peut-être je suis dans l'administration publique, mais ça ne veut pas dire que j'ignore complètement ce qui se passe au niveau des opérateurs de terrain ou au niveau des acteurs de terrain. Je le disais, mélomane averti. Nous avons, moi personnellement, j'ai la chance d'en profiter tous les dimanches dans un groupe WhatsApp dans lequel nous sommes, les mélodies d'antan. Il faut dire que j'apprécie énormément cette peine que vous donnez à nous replonger dans
ces belles mélodies d'antan. Oui, parce que je trouve que de plus en plus, nos créateurs dans le domaine musical, malheureusement, à mon avis, ils ne font pas le nécessaire pour qu'on puisse, effectivement, vous avez parlé de garder, de contenir les acquis, de faire passer des traditions, de faire en sorte que ce qui a été bien fait continue d'être bien fait. Aujourd'hui, vous avez une espèce de, je ne suis pas spécialiste de la musique, mais quand j'écoute, vous avez une espèce de facilité, de paresse qui font quand même que même quand vous écoutez la thématique, tout à l'heure, je venais là, j'ai écouté une chanson en passant, c'était ahurissant, celui qui n'a jamais tété ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, à un moment, tu te demandes, avec tous les thèmes qu'il y a, avec la manière de développer les autres d'ailleurs, les musiques, le succès d'antan que je fais souvent passer, si vous allez remarquer, il arrive parfois que je mette une musique d'époque et puis une musique qui s'est inspirée de cette musique d'époque. Voilà, et vous voyez très bien que ceux qui ont chanté à cette période-là, je parle là des années 70, 80, peut-être avant, peut-être encore jusque dans les années 90, eh bien, ils disaient les choses sans les dire. Mais aujourd'hui, c'est tellement cru, c'est tellement trivial qu'en réalité, ça peut justifier que les musiques durent le temps d'une semaine, quoi. Merci, monsieur Mbalelanga, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être là. Alors, à vos côtés, comme vous l'avez dit, un compagnon de combat de longue date, un aîné, la dernière fois quand nous avons été ensemble, c'était dans le cadre d'un concert pour la peste du côté de Ebolova et de Berthois. Et j'avais été véritablement marqué par son dynamisme, mais surtout sa discrétion, son côté très réservé. Monsieur Guimac Tony Mefe, promoteur d'Escale Bantou. On le connaît familièrement sous l'appellation Scène d'Ébène. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. En fait, Scène d'Ébène, c'est le nom de l'association que je dirige. Ouais. Mais comme j'interviens, moi je suis un vieux, quoi. Absolument. Donc les réseaux sociaux, entre ma page et celle de l'association, il n'y a pas beaucoup d'administration, quoi. Ouais. Donc, vous n'avez pas encore opéré la transformation numérique. Ouais, ben bon, donc il y en a qui disent Scène d'Ébène, mais ça ne me dérange pas. Merci, je suis très content d'être là avec mon vieux compagnon, monsieur le directeur du livre. Ça me dérange toujours qu'on le présente comme directeur du livre parce que ça élude un peu tout son parcours et des choses qui justifient un peu le fait que sa direction soit beaucoup plus dynamique que les autres, quoi. On est jaloux. Voilà, et alors merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, chers téléspectateurs, le décor étant planté, tout ce qui me reste à vous dire, c'est de bien vous installer parce que nous avons des compétences sur le plateau cet après-midi et nous allons passer un agréable moment en votre compagnie. Tout ce qui vous reste à faire, c'est simplement de participer en nous envoyant un SMS ou alors un message WhatsApp sur des discussions que nous avons entamées ici sur le plateau. Alors, une tradition sur votre plateau, monsieur le directeur, à chaque émission, j'aime bien rappeler l'opportunité d'une pareille thématique, c'est-à-dire la justification de ce thème. Alors, parler d'entrepreneuriat culturel, est-ce que c'est opportun, ça se justifie? En réalité, c'est que les la culture, que ce soit à la radio, à la télévision, dans la presse, etc., perdre de vue, c'est que très souvent, vous avez effectivement des entreprises. C'est-à-dire que quand vous menez un projet culturel, c'est une entreprise, comme quelqu'un qui, je ne sais pas moi, va construire une maison, il fait une entreprise, il mène un projet, comme quelqu'un qui va élever des porcs, et il mène un projet. Et il faut que, ou quelqu'un qui ouvre une boutique, il y a une démarche, n'est-ce pas, économique derrière. Et cette démarche économique n'est pas souvent mise en avant, ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent dans une situation où, au lieu de prévoir
de prévoir, d'envisager, d'identifier, de prospecter et de se dire dans l'avenir comment je fais pour résoudre telle ou telle question, il se retrouve dans des situations où son projet est basé uniquement sur des financements alternatifs, c'est-à-dire sur comment est-ce que le ministère va appuyer, sur comment est-ce que la coopération X ou la coopération Y va appuyer. Mais après, il faut qu'il y ait une démarche derrière qui fasse que tu te projettes en te disant, quand ils auront appuyé 2 fois, 3 fois, comment je fais pour que ça perdure? C'est ce que le boutiquier du quartier fait. Il se dit, bon, quand on m'aura aidé à me donner un peu d'argent pour lancer ma boutique, comment je fais pour que ça puisse continuer? Et vous avez bien fait, effectivement, Tony l'a relevé, parce que quand vous prenez tout le parcours, par exemple, de Seine-d'Ébène, vous prenez tout ce parcours, vous voyez très bien que derrière, il y a une démarche entrepreneuriale. Vous voyez? Peut-être que c'est un entrepreneuriat associatif en même temps, parce que en réalité, la structure, du moins de ce que j'en sais, n'est pas destinée à faire des bénéfices parce qu'elle ne rentre pas dans ce qu'on peut appeler les industries culturelles, à proprement parler. Donc, du coup, c'est le type d'action peut-être qui demande à ce qu'il y ait plus d'appui, n'est-ce pas, que quelqu'un qui, par exemple, ouvre une maison d'édition ou une maison de production de disques ou une maison, je ne sais pas moi, de production de cinéma, cinématographique. Là-dedans, il doit donc s'inscrire dans une démarche vraiment d'entreprise, de développement d'une entreprise. J'ai été éditeur pendant longtemps, donc quand j'en parle, ce n'est pas pour dire que, bon, voilà, je me trouve dans une situation confortable aujourd'hui et je veux donner des leçons, pas du tout. C'est parce que, je vous prends un exemple, quand j'ai commencé à diriger la maison d'édition, on avait à peu près 300 000 francs dans nos comptes bancaires. Donc, je suis allé voir le banquier pour demander un crédit et il m'a dit que ce n'était pas possible, qu'il fallait apporter les garanties. Les garanties, c'était quoi? Les titres fonciers ou les véhicules, je ne sais plus quoi. Bien entendu, je n'avais pas de titre foncier, je n'ai pas de terrain, je n'avais pas de véhicule, donc je n'avais rien comme garantie. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va essayer de développer notre activité et voir jusqu'où ça peut s'arrêter. Et nous avons commencé, mais ce que j'avais pris comme engagement, comme démarche, c'était que toutes nos ressources, tous nos revenus passaient par la banque. Absolument. Donc, bien entendu, au bout de 3-4 ans, on s'est retrouvé avec quand même une surface financière confortable. Et c'est le banquier qui m'a appelé pour me dire, bon, écoutez, est-ce qu'on peut vous prêter un peu d'argent pour vos activités? Donc j'ai refusé puisque je lui ai dit, quand je suis venu pour la première fois, c'est parce que je voulais atteindre ce résultat. C'est pour ça que je me suis rapproché de vous. Vous n'avez pas été en mesure de faire confiance au projet que je porte. Bon, pour des raisons évidentes, c'est l'environnement, c'est le contexte, c'est les choses, les trucs et les machins. Mais aujourd'hui, je suis dans à ce niveau de rendement. Je ne me vois pas en train d'aller encore m'endetter à la banque pour faire. Donc, pour dire que quand vous avez une véritable démarche d'entreprise, il faut une culture d'entreprise auprès des opérateurs culturels qui sont dans la dynamique, n'est-ce pas, du mouvement d'entreprise culturelle. Parce que, bien entendu, il faut faire une différence très nette entre l'entrepreneuriat culturel et l'action culturelle sur le terrain. L'action culturelle, c'est pour aider, c'est pour faire en sorte, voilà, c'est pour faire en sorte que, bon, voilà, les enfants du quartier puissent trouver quelque chose à faire pendant leur temps libre. Vous n'allez pas quand même demander que celui qui le fait ait une entreprise. Ça va plutôt être une association que l'État va soutenir, que la commune va soutenir, Merci pour votre première prise de parole. Il faut rappeler que cet après-midi, nous parlons véritablement d'entrepreneuriat culturel. Alors, je vous ai présenté M. Guy-Marc Tony Meufeu comme entrepreneur culturel. Et lorsque j'ai lancé cette thématique, quelqu'un m'a IB, comme on le dit, et il m'a posé la question de savoir est-ce qu'il existe véritablement, est-ce qu'on peut parler d'industrie culturelle au Cameroun, en prenant des exemples. L'entrepreneuriat culturel au Cameroun est en majorité dans l'informel. Est-ce qu'on peut véritablement parler d'entrepreneuriat culturel au Cameroun? Et je lui ai dit, je poserai la question à l'entrepreneur culturel que je vais recevoir sur le plateau. Alors, M. Guy-Marc Tony Meufeu, est-ce qu'on peut parler d'entrepreneuriat culturel au Cameroun? C'est quoi un entrepreneur culturel?
Bah, je vais essayer d'en parler sans être entrepreneur culturel. D'accord. Parce que moi, je me définis toujours comme un acteur de développement. Ça fait que je n'ai pas, même si on est dans une réflexion aujourd'hui, au sein de notre projet, on veut développer d'autres activités qui entrent, elles, dans le champ commercial. Parce que les démarches sont complètement différentes. Différentes, absolument. Donc, quand c'est que tu fais du développement, tu n'es pas dans la recherche des bénéfices. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que au Cameroun, il y a une industrie culturelle, même si elle est embryonnaire, même si elle est dans un environnement qui est un peu déstructuré, il y a des choses qui se font. Tu vois, le champ culturel est immense, quoi. C'est vrai que les gens réduisent souvent l'entrepreneuriat culturel à la musique, au théâtre, au livre, au cinéma, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, il y a le patrimoine, c'est vaste. Comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser? Parce que être entrepreneur, c'est aussi c'est apporter une solution à des problèmes qu'on a identifiés et qui vont permettre, qui vont participer. Absolument. Je me souviens, il y a une fois avec il y avait l'ouverture de la saison artistique que l'ancien ministre Kombi Mwele faisait, et on avait invité un directeur du ministère des Finances à qui les gens ont demandé pourquoi le budget du ministère de la Culture, lui, est toujours le plus petit. Absolument. Mais il nous a dit, mais vous nous rapportez quoi? Vous êtes un ministère consommateur. Voilà. Mais est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas du tout vrai. Il faut que la culture sorte un peu de l'informel. C'est ça le vrai problème de la culture dans nos pays. Donc, on va commencer à parler réellement avec les... Parce que tout à l'heure, vous avez donné des chiffres, vous avez donné des références. On a un autre problème, c'est l'assistanat. Les acteurs culturels attendent tout du gouvernement. Dernièrement, j'écrivais un document où je disais l'essor que tout le monde, tous les Camerounais envient aux Nigérians aujourd'hui, ce n'est pas une démarche qui vient du gouvernement. Ce sont des jeunes qui se sont associés et qui ont dit ce n'est pas normal, nous avons un potentiel, nous avons un marché, nous avons un truc. Comment est-ce qu'on fait 25 ans plus tard, ils récoltent les fruits? Absolument. Mais nous, on pense que ça doit se faire là. Non seulement ça doit se faire là, mais il faut que le ministère, les machins... Non. Finance encore souvent. Oui. Donc, quand on se sentira véritablement, nous, acteurs culturels, tu vois, parce qu'il y a des termes qu'on utilise ici, promoteur culturel. Tout ça, c'est des choses qui renvoient à l'assistanat. Donc, quand un artiste te voit, il faut comprendre un peu comment les gens ils fonctionnent ici. Les gens, ils viennent pour dire, je veux l'aide. Comment un artiste veut l'aide? Dès l'instant où quelqu'un te dit, je veux l'aide, tu te comportes avec lui comme s'il veut de l'aide. Mais si quelqu'un te dit, j'ai quelque chose à te vendre, tu as aussi une attitude de quelqu'un qui va acheter quelque chose, quoi. Donc, il faut que nous-mêmes, en tant qu'acteurs culturels, pour qu'on commence à parler d'industrie culturelle, que nous-mêmes, on intègre qu'une industrie, ce n'est pas de l'assistanat. Une industrie, c'est du business. Comment est-ce que les propositions avec lesquelles nous venons pour développer le secteur culturel sont rentables et ne s'appuient pas uniquement sur ce que le gouvernement ou bien les autres entités vont. Moi, quand je passe en tant que responsable d'une structure associative, quand je dis on va switcher vers une activité commerciale, bah oui, à partir de ce moment, je n'accompagne pas dans cette activité spécifique, je n'accompagne pas des groupes en développement. Je vais travailler avec des vedettes, je vais travailler avec des gens qui sont déjà rentables sur le marché parce que là, on est dans une réflexion économique. Peut-être que l'argent que je vais gagner de ce côté-là va me permettre d'activer l'action sur le truc. Oui, on peut parler d'entrepreneuriat culturel au Cameroun, mais il faut que les mentalités, tu vois, des acteurs culturels changent. Et à partir de ce moment, même les revendications que nous devons faire au gouvernement, elles seront beaucoup plus réalistes, efficaces et répondront à des besoins très spécifiques. Pas simplement on veut l'argent. On veut l'argent. L'argent ne tombera pas du ciel. On vous donne l'argent pour en faire quoi? Puisque chaque année, vous viendrez demander l'argent. Alors, monsieur le directeur du livre, je prends à la chute de monsieur Guy Martoni, me fait là parler du gouvernement. Alors, vous qui êtes au ministère des Arts et de la Culture, si on essaye de faire un état des lieux de l'entrepreneuriat culturel au Cameroun, si on veut dresser une cartographie des industries culturelles et créatives au Cameroun,
qu'est-ce qu'on peut en dire? Une petite cartographie. Qu'est-ce qui existe véritablement? Il y a, comme je dis, il y a des choses qui existent. Ouais. Je répondais dans un forum WhatsApp justement qui s'appelle le Arch Club, je crois que vous le connaissez. Ouais. Il y a une question qui a été posée, est-ce qu'il y a dans le domaine du livre des gens qui vivent du métier d'éditeur, etc. Et la diffusion, comment ça se fait, etc. J'ai répondu simplement en 3 phrases. La première phrase, c'est qu'il y a des maisons d'édition au Cameroun qui sont milliardaires. Ça veut dire qu'il y a des gens qui produisent, qui génèrent, n'est-ce pas, du revenu à partir de la culture qui leur permet d'être milliardaires. Il y en a qui le sont. Deuxième chose, les mieux organisés en termes de distribution et de circulation du livre, c'est les gens de la zone anglophone. Anglo-saxonne, oui. C'est-à-dire que quand vous prenez Pressbook, par exemple, à Limbé, qui a un réseau de librairies un peu partout, ça lui permet, une fois qu'un livre est sorti, de pouvoir le mettre partout en circulation. Donc, voilà un libraire qui vit du métier de libraire. Maintenant, vous avez donc beaucoup d'autres secteurs qui, malheureusement, ont beaucoup de contraintes parce que, comme le disait Tony, les gens ne sont pas toujours dans la démarche, n'est-ce pas, économique. C'est-à-dire que si tu cherches, tu demandes l'assistanat, c'est évident que tu ne vas pas faire quelque chose de pérenne, mais en réalité quelque chose de ponctuel. Et donc, à partir de là, la réflexion qu'on doit avoir, c'est que est-ce que tout ce que nous avons mis comme ressources en termes d'assistanat a produit le résultat qu'on pouvait escompter par rapport à cet investissement-là? Je prends un exemple. Quand on a créé le compte d'affectation spéciale pour le développement de la politique culturelle, on y mettait, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui, en moyenne, disons 800 millions par an, parce que si vous enlevez les frais de fonctionnement, etc., donc vous avez 800 millions de francs. Ça a duré à peu près 12 ans, donc vous êtes dans les 8 milliards, 9 milliards 6, et on a appuyé des centaines, peut-être même des milliers d'opérateurs dans tous les secteurs. Maintenant, donc, 12 ans après, la réflexion qu'on doit avoir, c'est de se demander, est-ce que le résultat que nous avons sur le terrain est le fruit d'un investissement de l'État de 12 milliards. Voilà la question qu'il faut se poser. Et à l'évidence, non, puisque rien n'est structuré. Vous prenez les différents secteurs, ils sont complètement déstructurés les uns derrière les autres. Ouais. Donc ça veut dire que peut-être la démarche qui avait été initiée à l'époque n'était pas la plus pertinente. Parce que si elle avait été pertinente, elle aurait produit de meilleurs résultats. Au contraire, qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit une génération, je dirais, d'acteurs qui n'attendent qu'un appui. Un appui de l'aide, du soutien, voilà, de la part de X, de Y ou de Z. Alors qu'on aurait dû être aujourd'hui dans une situation où ceux qui se sont investis dans l'action culturelle sont aujourd'hui dans de véritables entreprises parce qu'elles ont eu le temps, n'est-ce pas, avec l'investissement de base, de mettre justement les bases de leur entreprise, d'avoir les aides nécessaires à leur développement, à la formation de leur cadre, peut-être à l'acquisition des équipements, etc. De telle sorte qu'au bout de 5-6 ans, ils peuvent devenir totalement autonomes et continuer d'exister. Donc voilà un peu le manquement. Mais ce manquement vient aussi, comme le relevait Tony, n'est-ce pas, de l'inorganisation des professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire que nous avons pris le cas du Nigeria, on peut prendre d'autres, des centaines et des centaines de pays, où on voit très bien que ce sont les acteurs qui se prennent en main et qui viennent maintenant avec les éléments demander à l'État des accompagnements nécessaires. Ça fait des années, j'essaie d'obtenir des maisons d'édition, parce que c'est mon secteur, quelques chiffres qui peuvent étayer les argumentaires du ministère vis-à-vis des autres administrations. C'est-à-dire que quand on va dire oui, l'édition, elle pèse quoi? Comme la question que posait le monsieur des Finances en total, je dirais, analphabétisme de sa part. Qu'est-ce que la culture nous produit? On dit, écoutez, dans le domaine du livre,
vous avez quand même des impôts qui ont été payés à hauteur de 12 milliards sur cette année-ci. Et nous avons des emplois qui ont généré, je ne sais pas moi, des revenus pour les employés de l'ordre de 15-20 milliards, etc. Ça, c'est des éléments objectifs sur la base desquels maintenant tu parles à n'importe quel acteur public, politique publique, il se dit voilà un secteur qu'il vaut mieux accompagner. Qu'il vaut mieux soutenir. Or, je termine par là, malheureusement, quand tu fais cette démarche-là, les chefs d'entreprise ont plutôt l'impression que c'est contre eux qu'on va mener des actions, alors qu'en réalité, c'est pour leur permettre d'avoir suffisamment d'arguments pour qu'on leur apporte davantage de ressources. Là, c'est le directeur du livre qui a parlé, il est resté dans son couloir, les éditeurs. On va profiter pour saluer toutes ces entreprises qui font dans l'édition, qui se battent au quotidien. Belles Lettres, NMI, Éclosion. Ce sont des jeunes maisons d'édition qui œuvrent et qui contribuent à leur façon à la vitalité du secteur du livre. Alors, je vais demander à Guy Marc Tony, toujours dans la même question, on est dans la cartographie. C'est vrai, on va dire dans le domaine de la mode, on a par exemple une élection comme Miss Cameroun qui se bat tant bien que mal. Dans le domaine du cinéma, on a les écrans noirs du grand frère Basek Bakobio qui se battent tant bien que mal. Mais lorsqu'on a éludé ces deux-là, qu'est-ce qui reste-t-il lorsqu'on parle d'entreprise culturelle au Cameroun, ce Guy Marc Tony nous fait? Non, mais après, vous savez, les jeunes sont très dynamiques, même si très souvent il y a des maladresses dans la démarche. Il y a que, bon, on privilégie souvent plus l'image que l'efficacité des actions, mais je pense qu'aujourd'hui, la vitalité, par exemple, du cinéma camerounais, ce n'est pas que les écrans noirs, quoi. Je veux dire qu'il y a une flopée. Et même dans la musique, il y a un réel problème en réalité au Cameroun, comme dans la plupart, parce que ce n'est pas une spécificité camerounaise. Oui, c'est une question de professionnalisation, quoi. Tu vois, il y a un problème de formation. C'est vrai, il y a de l'énergie, il y a de la passion, il y a du dynamisme, mais maintenant, quand on n'a pas un minimum de formation, et je pense que c'est tout le problème que nous avons. C'est pour ça qu'on a du mal, en fait, à fédérer les gens autour des grands projets, parce que les gens ne comprennent pas l'importance d'être ensemble. Chacun veut briller dans son petit... Non, même pas dans son secteur, dans son petit coin. Chacun veut faire le grand chef bantou, mais simplement parce que je pense qu'en professionnalisant davantage le secteur, on ne va pas dire c'est tel, c'est tel. Quand vous voyez par exemple, aujourd'hui de loin, on nous parle de Nollywood. On ne parle pas d'une personne. Sauf que Nollywood, c'est une flopée de petites, entreprises, de grandes et de petites, qui ont réussi à créer une entité aujourd'hui qui est respectée au même titre que Hollywood et Bollywood. Oui, que partout dans le monde. Je pense que c'est à ça qu'il faut tendre aujourd'hui, à expliquer aux gens que le secteur culturel, ce n'est pas un secteur de la débrouille. C'est pas seulement le divertissement. Oui, non, ce n'est pas un truc de débrouillard que je me suis battu à gauche, à droite. C'est un truc où on arrive, on ne sait pas chanter, mais on peut chanter. On ne sait pas faire du cinéma, mais on peut faire du cinéma. Ça peut marcher 1, 2, 3 fois. Tu vois? Je pense que c'est le vrai problème. Ce ne sont pas des entités qui manquent, ce ne sont pas des activités qui manquent ou bien des jeunes entreprises, que ce soit dans la musique. Moi, je vais plus parler comme... oui, chacun parle dans son secteur. Le directeur parle, lui, il parle du livre. Moi, je pense que de façon globale, que ce soit dans le cinéma ou bien dans les arts de la scène, de façon plus large, il y a plein d'initiatives qui se font, mais qui sont des petites activités très fragiles, qui se font dans une précarité, mais simplement parce que derrière, les gens ne prennent pas le temps d'apprendre. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis là, mais je m'inscris encore dans les séminaires. Je découvre, là je sors d'un festival en Afrique du Sud. J'ai le sentiment que tout ce que je fais depuis, je perds le temps. Tu vois, parce que tu arrives dans un environnement où les gens sont beaucoup plus pragmatiques, où ce n'est pas de la littérature où on t'explique des choses, mais simplement quoi. Donc tu repars à l'école, tu as envie de réapprendre. Mais simplement, nous sommes dans un environnement où il est difficile de mettre les gens ensemble autour de projets qui sont beaucoup plus forts, quoi.
Ce n'est pas simplement des problèmes d'ego, c'est davantage des problèmes d'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance dans le secteur culturel au Cameroun, mais après, il y a l'ego camerounais qui fait que même si je ne sais pas, je dis d'abord mouf. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère qu'à la maison vous passez un moment agréable en notre compagnie. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran. Participez, contribuez au débat, envoyez vos contributions à travers le numéro de téléphone. Cet après-midi, nous parlons d'entrepreneuriat culturel. C'est bien de parler d'éducation, de formation, M. Guy Martoni le feu. Et je vais demander à la régie de nous mettre une photo à l'antenne, une petite image à l'antenne. Et avec nos invités, nous allons coller un commentaire. Parce que là, les invités ont soulevé un aspect très important, celui de l'enracinement culturel, l'éducation même à la base. Et je pense que c'est un aspect très important. Alors, c'est une citation de Léopold Sédar Senghor, on va dire ainsi. L'impérialisme culturel, nous l'oublions trop souvent, est la forme la plus dangereuse du colonialisme. Il obscurcit les consciences. L'impérialisme culturel, nous l'oublions trop souvent, est la forme la plus dangereuse du colonialisme. Il obscurcit la conscience. Il allait plus loin, il a dit, il n'y a pas de puissance émergente qui n'ait pas utilisé la culture pour imposer son savoir-faire et son génie dans le monde. Léopold Sédar Senghor, un homme de lettres, un homme de culture, ancien chef d'État au Sénégal. Monsieur le directeur du livre Sebaïanga, je vous sais également un amoureux de la lecture et du livre. Léopold Sédar Senghor, forcément, c'est un auteur qui vous parle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire après avoir écouté cette réflexion de Léopold Sédar Senghor? D'abord, observer qu'au-delà du fait qu'il ait largement raison, moi j'observe juste quelque chose. Quand il y a l'avènement de la télévision au Cameroun, nous sommes en 1985-86 par là, vous avez un ensemble, n'est-ce pas, de feuilletons qu'on a mis à la télé. Notamment Isaura, Mademoiselle, je ne sais pas moi, Santa Barbara, etc. Ça a l'air anodin, mais quand on regarde ce que cela a produit 30 ans plus tard, on voit très bien combien il est dangereux, n'est-ce pas, de consommer la culture des autres. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, toutes les dames, en tout cas, ou presque, mettent des mèches pour ressembler, n'est-ce pas, à Kelly Capoel ou je ne sais pas à qui. D'ailleurs, des quartiers entiers chez nous portent les noms de là-bas, ainsi de suite. Les prénoms, voilà. Donc, voilà une illustration vraiment parfaite de l'impérialisme culturel. Et donc, quand ceux qui sont amenés, en tout cas qui sont appelés à aider à ce que nous puissions inverser la tendance, en faisant quoi? En mettant les moyens qu'il faut à la culture. Imaginez qu'on commence à diffuser des feuilletons sur Charles Atangana, ou je ne sais pas moi, sur Oumiobed, Douala Mangabel, etc. Vous êtes sûr qu'au bout de 25 ans, de 30 ans, vous aurez inversé complètement la manière de voir, la manière de percevoir son pays et la manière de se comporter vis-à-vis d'autrui. Prenez le Nigeria, on en parlait tout à l'heure avec Nollywood. Est-ce que vous avez observé que je ne regarde pas beaucoup les films de Nollywood au départ? Je ne les regardais pas du tout parce que c'était très embryonnaire, voyez-vous. Mais ils se sont mis vraiment en se disant, oui, on commence par la débrouille, on va y arriver. Ils ont fait des films vraiment à très petit budget. Et ils ont pu commencer à intéresser le public par les thématiques et par, n'est-ce pas, les traits culturels qu'ils mettaient. Les tenues, les légendes, les arts du corps, voilà, etc., avec les petites histoires de sorcellerie. Bref, voilà. Toutes ces affaires-là, tous ces ingrédients ont fait que toute l'Afrique francophone, curieusement, s'est intéressée, n'est-ce pas, au cinéma de Nollywood. Donc, ces deux exemples montrent très bien que quand on prend les traits culturels d'autrui, bien évidemment on est détruit. Quand on prend ses propres traits culturels pour essayer de les exporter, d'abord de les enraciner dans son propre pays, on arrive à un résultat relativement différent.
je pense que la question de l'éducation, elle ne se limite pas seulement aux acteurs. Parce qu'aujourd'hui, la question que je pose souvent, régulièrement, y compris aux journalistes d'ailleurs, quand ils me disent, oui, vous savez, on dit que les Africains ne lisent pas ou ce genre de propos-là. La question que je lui pose tout de suite, c'est que sur les 3 derniers mois, tu as acheté combien de livres? Bon, si toi, tu n'en as pas acheté, tu veux que qui achète les livres? Donc, il faut d'abord se questionner soi-même et se dire, qu'est-ce que je fais pour m'intéresser à la culture de mon pays et comment est-ce que je participe à ce que cette culture-là puisse rayonner avant d'avoir des problèmes, vraiment des problèmes de budget, des problèmes de ressources. Une dernière remarque, Tony a bien fait de parler de l'Afrique du Sud, on parle aussi du Nigeria, mais en fait c'est pour montrer que la culture, c'est-à-dire le mode de vie anglo-saxonne, est beaucoup plus pragmatique effectivement, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas de questions vraiment inutiles. J'ai 100 000 francs pour monter mon film, j'ai fait un film de 100 000 francs, terminé. Alors que nous, les francophones, on essaie toujours d'avoir le budget de 10-15 milliards pour le film. Tant qu'on ne l'a pas, on ne fait pas, on tourne en rond, on marche de bureau en bureau, d'opérateur à opérateur, etc. jusqu'à ce qu'on puisse obtenir. Et au bout du compte, on a fait 30 ans, on n'a pas obtenu les 20 milliards, on n'a pas produit de film. Par contre, effectivement, et c'est ça que nos amis de Hollywood, qui est donc le pendant un peu nigérian de Nollywood à Limbe, à Boya. C'est ce qu'ils font, des films à petit budget. Et aujourd'hui, quand je vois ces films-là diffusés sur Netflix, tu te dis quand même que mes gars, ils ont... Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est de voir quel est le degré de mobilisation que nous devons avoir, nous, en tant qu'acteurs culturels, pour engager des initiatives et demander le soutien qui va aider à ce que ces initiatives avancent. La même question sur l'impérialisme et l'enracinement culturel, cette question de la culturation. Comment est-ce qu'on peut promouvoir une culture qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas? Nos enfants sont véritablement extravertis, nos épouses, nos mamans aujourd'hui, c'est ce qui vient d'ailleurs qui est meilleur. Alors, voilà peut-être le goulot d'étranglement. Vous savez, quand on parle de culture au Cameroun, dans les médias ou dans les petits salons, c'est toujours à travers le prisme des arts. Sauf que la culture, ce n'est pas que l'artistique. La culture, c'est qu'est-ce que je mange. Aussi. Comment je fais l'amour. Absolument. Comment je me marie. Tous ces rituels qui sont aujourd'hui, à cause de l'impérialisme, perçus comme des choses folkloriques, mais qui sont notre identité, absolument, qui sont notre culture. Donc quand tu dis, je promets la culture camerounaise, tu dois te poser la question, c'est, je valorise quoi? Quoi concrètement? Qu'est-ce que je suis allé chercher? Tu sais, les Occidentaux sont très malins. Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec les fonds de la coopération. Tu as des choses entre les lignes. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le théâtre. Je suis entré dans le théâtre à l'époque, je travaillais à la FM 94 et pour les besoins de l'émission, je suis allé couvrir une édition d'Hérétique. Je crois que c'était la deuxième édition. En 1992 ou 93. Ça date. Ouais. C'était au cinéma Le Capitole. J'ai suivi la représentation. J'étais assis par terre. Parce que la salle était pleine. 900 places. Wow. On suivait une pièce. Je n'ai jamais oublié parce que ça m'a marqué. Il y a 30 ans. Mobutu. C'était un texte sur Mobutu. C'était Mobutu, roi du Zaïre. Une mise en scène de Jacobin Yarou. Quelques années après, peut-être 2-3 ans après, on est venu avec ce qu'ils ont appelé, la coopération est venue avec le théâtre contemporain. 20 ans après, des salles, le même projet, c'est-à-dire la rencontre théâtrale internationale du Cameroun, qui faisait une ouverture à 1500 places au Palais des Congrès, n'arrivait plus à remplir le centre culturel français qui fait que 200 places. Après, on nous a apporté la danse contemporaine. Tu sais, ce sont des choses très subtiles, mais qui ont déconstruit toute la perception, toute la valorisation. Parce que la pièce de théâtre au Cameroun, c'était quoi? C'était 3 prétendants, un mari.
C'était des histoires La mamie de Fukabala. qui devaient amener les jeunes, tu vois, à comprendre c'est quoi leur culture, d'où est-ce qu'ils viennent. Locales. Tu vois, et qui pouvaient le perpétuer. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, un jour, Roméo et Juliette. Mais aujourd'hui, ça te semble folklorique qu'on te dise, on va voir 3 prétendants, un mari. Tu vois, il faut qu'on perçoive la culture. Quand tu dis, je promeux la culture camerounaise, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que c'est parce que j'accompagne 2 ou 3 artistes camerounais? Il y a un instrument qu'on utilise beaucoup au Cameroun, je suis sûr que les gamins ne savent même pas d'où il vient, c'est le djembé. Djembé. C'est un instrument sénégalais. Sénégalais, Afrique de l'Ouest. Tu vois, qui se retrouvait et tout le monde a l'impression, pourtant on a notre tam-tam, Absolument. on a nos tambours, On a notre vête. tu vois. Non, je prends seulement des percussions, quoi. Percussions. On a notre tambour. Mais on ne le valorise pas. Tu vois, quand on dit, et c'est ça la difficulté, si promoteur culturel, tu ne sais pas pourquoi tu es promoteur culturel, quand on parle des esthétiques, les gens ils pensent qu'on parle du fond. Non, on parle de la forme. Comment est-ce que je vais vendre ma culture à un peuple qui ne la connaît pas? Je vais quand même l'habiller. Je veux dire que même les missionnaires, ils apprenaient nos langues. Absolument. Pour mieux nous enfourrer Donc moi, j'ai jamais compris cette histoire où on te dit, ouais, et il y a un autre truc, les questions identitaires. Tu arrives en Europe, tu trouves tes frères qui sont partis il y a 30 ans. Tu arrives chez eux, leurs enfants, leurs petits-enfants qui ont 5 ans, 6 ans, ils parlent boulou. Je te prends un exemple tout bête, quoi. Parce qu'ils sont dans un environnement où les questions identitaires sont accrues, sont permanentes. Tu vois, nous on est là, ça fait bien de dire, ouais, mes enfants, ils parlent français. C'est pour ça qu'une réflexion comme celle que Senghor fait, tu ne peux pas l'apercevoir dès l'instant. Moi, j'aime souvent aller regarder les dots, les machins. Aujourd'hui, c'est des simulacres, mais c'était des choses fortes. Mon père nous lisait un ouvrage, je ne sais pas s'il existe aujourd'hui, Nangakon. J'ai beaucoup appris de tout ce que je connais de mon peuple Béti. Mon père nous le lisait tous les jours. C'est-à-dire, il rentre du travail, du moins quand il était là, quoi. Tu vois, mais tu apprends beaucoup plus de choses, d'où tu viens, qui tu es. Ça te permet de préparer où tu iras. Mais oui, ça te permet. Mais aujourd'hui, est-ce que nos enfants sont en contact avec ces réalités-là? Non. Quand tu dis, je suis promoteur culturel, quel sens tu donnes à ça? Quand tu dis, je promeus la culture camerounaise à l'étranger, qu'est-ce que tu mets dedans? Organiser des spectacles. Ben oui, non, mais tu peux bien organiser tel spectacle. Mais il faut que l'intention, je dis bien l'intention, soit de dire aux gens, ça c'est ma culture, j'en suis fier. Voilà. Alors, monsieur le directeur du livre, malheureusement, le temps commence à nous tenir par la gorge, mais on ne serait sorti de cette émission sans aborder, rentrer dans l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'ère du numérique et la transformation numérique également s'est opérée dans le secteur culturel. Alors, comment percevez-vous l'avènement du numérique dans le secteur culturel, vous, au ministère des Arts et de la Culture? Peut-on parler d'opportunités pour le développement du secteur ou alors de régression ou alors de malchance? Parce qu'il y en a qui trouvent que le numérique n'a pas que des côtés très positifs. Quel est l'impact du numérique dans l'industrie culturelle du Cameroun? Bon, pour le moment, il faut dire que son impact est quasi nul, hein, pour faire simple. Mais la vraie question qu'il faut se poser, je m'amuse toujours à lire les rapports des regroupements professionnels ailleurs. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle le syndicat national de l'édition en France qui produit donc un rapport chaque année qui donne les statistiques sur les ventes de livres, etc. Quels sont les livres qui sont les plus vendus. Et là-dedans, je découvre, étant ahuri, que le marché du livre en France, le numérique pèse à peu près 5 à 7%, c'est-à-dire presque dérisoire, presque rien. Mais en même temps, quand tu écoutes les discours de la coopération, des mécanismes d'appui, etc.,
tout le monde vous dit oui, mais pourquoi vous pouvez faire le numérique parce que ça va aider, mais pourquoi ça n'aide pas chez vous et ce n'est que chez nous que ça aiderait. Donc voilà un peu, mais d'un autre côté, on a vu combien il est important d'avoir quand même des systèmes de dématérialisation lors de Covid, parce que bon, voilà, vous aviez des contraintes, le public ne pouvait pas se déplacer, etc. Donc ça a permis quand même de mettre en lumière un certain type d'outils qui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir travailler à distance. Travailler à distance, oui. Mais maintenant, les produits culturels, moi, je ne suis pas, peut-être on va dire, je suis vieille école, mais je n'ai jamais été persuadé que le numérique va changer la perception que nous avons des produits physiques. Ça a beaucoup évolué dans le domaine de la musique, par exemple. Oui, effectivement, dans le domaine de la musique, du cinéma, oui, effectivement, là aussi. Mais il y a des secteurs qui restent quand même historiquement sur leur support habituel, physique. Donc, la réflexion peut être menée, peut être poursuivie, mais au moins, voilà des éléments factuels qui montrent quand même qu'en dépit de tout, là où vous avez des taux de couverture d'Internet les plus larges, c'est pas là où les gens lisent le plus du livre numérique. Donc je ne vois pas comment, là où nous avons des taux de couverture tellement faibles, on lira tant que ça le livre numérique. Alors, comparaison pour entrepreneurs culturels au quotidien, quel est l'impact du numérique dans vos activités au quotidien, M. Guimard? J'ai une lecture à deux niveaux, tu vois, de l'impact du numérique dans l'industrie culturelle au Cameroun, hein, de façon spécifique. C'est que ça a apporté la paresse et la facilité. Tu vois, aujourd'hui, pour faire un disque, il te faut un ordinateur, que tu saches chanter, que tu ne saches pas chanter, tu griffonnes quelque chose. En 5 minutes, tu as un disque qui est déjà diffusable, quoi. Et qui peut être joué partout. Qui peut être joué partout. Partagé dans tous les forums. Voilà. Tu vois, tu peux même devenir superstar avec quelque chose qu'on a bricolé en 5-10 minutes, mais ça reste toujours des choses très éphémères. Tu vois, et personne ne prend toujours la peine de savoir que devient un gars qui a brillé hier, quoi. La détresse qu'il y a derrière, l'aigreur qu'il y a derrière. Et de l'autre côté, un outil qui devait être très intéressant pour nous, quoi, pour des raisons économiques, diffuser la création artistique sur le numérique, il n'y a rien de plus facile, quoi. Tu vois, c'est bien, ça traverse facilement les frontières, mais simplement on ne se pose pas de vraies questions. Est-ce que c'est même rentable sur le numérique? Tu sais, quand tu discutes avec des jeunes aujourd'hui, ils réfléchissent, du moins sur la musique enregistrée, ils réfléchissent en termes de vues. Mais est-ce que la musique que tu diffuses sur Internet, ce ne sont que des vues? Il y a beaucoup d'argent derrière. Il y a du droit d'auteur derrière. Mais est-ce qu'ils le savent? Ça ne les intéresse même pas. Copywriting. Tu vois? Mais quand je dis beaucoup d'argent, c'est pas aujourd'hui, toutes les grandes boîtes, les majors, sont sur le numérique. Absolument, le téléchargement, le streaming et tout ça. Mais non, le streaming, je veux dire que c'est des broutilles. C'est-à-dire qu'il faut faire 1 million de streaming pour avoir, je crois, 10 100 euros, je ne sais pas, 100 euros, 150 euros. C'est que dalle, quoi. Mais chaque fois que ta musique est jouée sur Internet, surtout dans un environnement où les gens sont auteurs, compositeurs, interprètes, tu as du droit d'auteur dedans. Tu as des royalties que tu dois percevoir. Sauf que ta musique n'est pas déclarée. Tu n'es affilié dans aucune société de gestion collective, de machin. Tu t'arrêtes sur les vues. C'est pour ça que je dis, c'est une aubaine pour ceux qui comprennent ou qui veulent comprendre comment ça fonctionne. Malheureusement, c'est qu'un truc pour le bluff, pour ceux qui ne comprennent, que dalle, quoi. Mais les grosses fortunes se construisent sur Internet aujourd'hui. Et le numérique a l'avantage, c'est que... mais derrière, je voulais le relever. Ce n'est pas parce que vous mettez des trucs sur Internet à Douala, et vous dites on va me voir au Brésil, que vous êtes compétitif par rapport aux gens du Brésil. Il y a un minimum de normes à respecter. Tu ne peux pas avoir enregistré dans un petit studio avec ton petit laptop et pense que tu seras en concurrence avec un gars
qui a payé 100 000 euros pour dans de bonnes et vraies conditions. Bah oui, voilà. Il nous reste exactement 10 minutes, chers téléspectateurs. Et sans transition, on va prendre l'espace partenaire. Question de mettre en lumière nos invités sur le plateau. Monsieur Guy Martoni, vous allez garder la parole. Alors, c'est quoi l'actualité de Guy Martoni, on a beaucoup parlé, il faut proposer des solutions à ces jeunes qui nous regardent à la maison. Il y a de l'espoir, Le Cameroun regorge d'un vivier incommensurable. Alors vous, à votre niveau, sur le plan personnel, à travers vos activités, quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes qui nous regardent à la maison et qui sont intéressés par l'entrepreneuriat culturel, qui veulent investir et même s'investir dans ce milieu-là? Qu'est-ce que vous leur proposez? La formation. Avant d'investir ou de s'investir, il faut se former. Il faut comprendre le milieu dans lequel on est en train de partir, quoi. Parce que le secteur musical, ce n'est pas que chanter et monter sur une scène, quoi. Absolument. Le secteur musical, c'est une chaîne de valeur qui est immense. Il faut comprendre quelle est la relation que j'ai avec Pierre, avec Paul, avec Jacques, à quoi est-ce qu'il me sert. On ne peut pas dire simplement je cherche un producteur qu'on confond avec son manager, avec son, toutes ces choses-là, quoi. Je veux dire qu'il y a un préalable. C'est un métier. Être artiste, c'est un métier. Tu veux faire une carrière dans un environnement, tu ne sais même pas comment fonctionne cet environnement. C'est pour ça que je dis, il y a un préalable. Je veux devenir artiste. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux devenir artiste? Sur le plan professionnel. Ça suppose que je veux devenir manager. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux créer une maison. Quelqu'un se lève un matin parce qu'il a 100 000 francs et un artiste qu'il aime, il dit, je viens de créer un label. Il t'appelle. Ouais, grand, je viens de créer un label, machin. Je vais te produire. Tu as des contrats avec tes gars, non, on se bat. Sauf que demain, quand il y a un problème, le mec il dit, ah, les artistes, ils sont ingrats, machin, truc et tout. Mais vous n'avez aucune relation contractuelle. Simplement, si ce que nous voulons véritablement construire un environnement, sans regarder, moi je suis de plus en plus dans cette dynamique de dire, n'attendons pas que le gouvernement, c'est à nous, acteurs culturels, de faire des propositions au gouvernement. Après, on va se battre. Sauf que c'est ce que nous partons avec, des propositions qui ne sont pas, des revendications qui ne sont pas réalistes, qui ne sont pas faisables. On n'aura jamais gain de cause, quoi. Maintenant, si c'est que nous ne sommes pas fédérés en une entité qui est dynamique, regardez un peu ce qui se passe avec la gestion collective. 25 ans, mon frère. J'ai eu peur d'aborder cet aspect. Man, 25 ans. Si ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est plus que la comment des adultes n'arrivent pas à trouver une solution à quelque chose d'aussi simple pendant 25 ans. Ils attendent Samuel Eto'o. Alors, n'attendons pas toujours du gouvernement, là, si bien dit Guy Martoni mais on va non plus ne pas demander à monsieur le directeur du livre, qu'est-ce que le gouvernement met en œuvre, qu'est-ce qui est prévu. Poser la question de savoir à quand un pôle entrepreneurial culturel et artistique au MINAC, puisque vous avez créé plusieurs pôles et même des fédérations et autres. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser à un pôle entrepreneuriat culturel pour véritablement mettre sur pied cette question de formation que vous prônez tant? En fait, on le dit depuis le début, il y a une question de responsabilité, n'est-ce pas, des acteurs. Qu'est-ce que les acteurs veulent, comment ils s'organisent pour obtenir cela, etc. Tout à l'heure, quand on commençait l'émission, vous aviez la jeune dame qui parlait là et qui évoquait qui parlait des questions de formation. Moi, j'avais presque envie de lui dire que moi, j'ai été formé dans le domaine des arts et de la culture. J'ai des camarades qui ont fait le lycée, ils ont fait l'art plastique au lycée. Ils ont obtenu un bac artistique. Ils se sont retrouvés à l'université avec moi. Moi, je n'ai pas un bac artistique, j'ai un bac littéraire. Mais après, j'ai fait histoire de l'art à l'université. Donc, ce n'est pas les endroits pour former les gens réellement qui manquent. Ce qui manque, c'est peut-être, à mon avis, disons, de cultiver. Vous avez posé la question, Anthony, qu'est-ce que tu dis à ton enfant? C'est quand même de lui dire que tu dois être fier de ce que tu fais. Tu fais un choix, c'est ton choix. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc après, quand moi j'ai commencé à faire du dessin au lycée, c'est pas parce que le français me dépassait ou la philosophie, non. Mais c'était ce que j'aimais faire. Et mon père m'a dit, écoute, on est en train d'ouvrir la faculté, la filière histoire de l'art à l'université art plastique, tu vas t'inscrire là-bas au lieu d'aller t'inscrire en droit. J'ai fait le choix
d'aller en histoire de l'art alors qu'il aurait pu aller en sciences éco, en droit ou je ne sais pas quoi. Donc du coup, le regard, quand je vois le regard que les gens posent sur les artistes, ça m'amuse parce qu'en réalité, ils ne savent pas quelle est la puissance, quelle est la capacité réelle qu'un artiste a sur la société. C'est pour ça que parfois, on nous regarde, parce que moi je me considère comme artiste, on nous regarde avec dédain, on se dit oui, ils n'ont pas de voiture, il n'a pas de voiture, il n'a pas, je ne sais pas moi, de maison, etc. Mais ça, pour nous, c'est tellement accessoire par rapport à tout ce que nous offrons, n'est-ce pas, à la communauté et à tout. Et à la postérité. À la postérité. Donc, et justement, je ne vais pas quand même aller très loin, mais je veux dire, quand tu voyages à l'étranger, les premiers référents que tes correspondants te donnent, c'est des opérateurs, c'est des artistes, c'est des sportifs. Ça n'a jamais été des hommes politiques ou des majors en économie ou comment vous les appelez, les chefs d'entreprise. On te demande, est-ce que tu connais Manu Dibango, est-ce que tu es le cousin de, je ne sais pas moi, Calix Bayala. Voilà les questions qui sont posées et ça montre quel est l'attrait et quelle est l'importance de la culture pour un pays. Maintenant, ça, c'est pour ça que je dis, il faut cultiver cet amour, n'est-ce pas, de ce qu'on a choisi de faire vers ses enfants. Après, bien entendu, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais tu fais ce qui te plaît et tu le fais en ton âme et conscience. Tu n'as de compte à rendre à personne. Alors, c'est quoi l'actualité du Crépla? Alors, le Crépla nous avons lancé justement parce qu'on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui manque un peu dans le paysage. Des prix, ce n'est pas des prix littéraires en tant que tels, mais c'est des récompenses. Nous avons appelé ça les étoiles de l'édition, c'est-à-dire donc toute la chaîne sera valorisée au cours d'un événement qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. Ouais. Et donc actuellement, la date limite de dépôt des candidatures, c'est demain. Nous avons publié le règlement, il est sur notre page Facebook et sur d'autres pages. Il y a déjà eu des candidatures. Ceux qui pensent qu'ils sont en retard, c'est l'occasion de se rattraper. Il y a des petits prix, il y a une petite enveloppe, il y a une cérémonie. Je pense qu'en réalité, c'est plus l'aspect symbolique qui est important, de reconnaître, d'avoir la reconnaissance pour les différents acteurs de la filière, les écrivains, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, etc. Donc voilà l'actualité en cours. Nous avons un jury de très haut niveau. Donc a priori, c'est un jury qui crédibilise l'événement et donc on espère que les professionnels vont s'y intéresser. Alors, Monsieur Guy Martoni me fait Escale Bantou, c'est quoi l'actualité? Il y a un événement en vue, scène d'ébène, qu'est-ce qui est prévu à court terme? C'est très important. Là, nous sommes en train de préparer un peu une édition digitale de la dernière édition du salon. Parce que l'idée de notre salon international des voix de femmes, c'est de donner la possibilité de mettre en lumière des jeunes artistes qui ne sont pas toujours très connus. Donc, on a fait l'événement au mois de juillet. Et là, on va prendre une semaine pour diffuser toutes les vidéos, parce qu'on a fait des captations très professionnelles des différents spectacles qu'on va diffuser sur notre page Facebook. Tout ça, c'est aussi pour donner davantage de visibilité aux jeunes chanteuses qui acceptent de venir se produire sur notre scène. Là, on va en tourner je crois, dans une dizaine de jours avec Mr. Léo. Il y a plusieurs dates que nous sommes en train de faire sur le continent avec lui. Nous étions en Afrique du Sud. Là, nous allons au Burkina Faso sur les rencontres musicales africaines de Ouagadougou avant d'aller sur Visa for Music au Maroc. Cette fois-ci, c'est au Maroc. Voilà, nous, on profite derrière tous ces événements pour promouvoir un catalogue de jeunes artistes camerounais que nous accompagnons. Voilà. Alors, pour sortir de l'émission, je vais lire cette contribution. Bonne thématique, il existe au Cameroun la toute première école d'art en Afrique centrale depuis plus de 20 ans, l'Institut de formation artistique de Mbalmayo. À l'université, nous avons une faculté des arts, le directeur l'a bien mentionné. Il existe des écoles supérieures privées des arts, Institut des beaux-arts du Cameroun, ISBAC, Vincol Bisson. Bref, tout avance. Peut-être qu'il manque une véritable volonté politique à ce sujet. Il n'y a pas que la musique. Voilà, Monsieur Tony Mefeu, un exemple à suivre.
Mon directeur est sur le plateau. Bonsoir à lui. Il y a de l'espoir, un souffle nouveau. Prince Eberaipi. Je crois que vous connaissez bien Prince. Oui, attends. Alors, cher monsieur, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Monsieur le directeur, merci. J'espère que on a passé 90 minutes intenses d'échange, agréable moment. Oui, en fait, c'est moi qui espère avoir suffisamment donné d'éléments d'appréciation aux téléspectateurs parce que très souvent, nous avons pris l'habitude, au Cameroun en particulier, de parler des sujets que nous ne connaissons pas. Ouais. C'est-à-dire que tu trouves des gens qui sont installés à la télé là, et qui bavardent sur un sujet. Si tu leur demandes de quoi il s'agit, ils n'en savent strictement rien, mais ils sont considérés comme des experts. Donc on espère avoir modestement donné, n'est-ce pas, quelques éléments aux téléspectateurs pour avoir une meilleure perception, ne serait-ce que de la filière du livre au Cameroun. Monsieur Guy Martoni, nous avons parlé de quelque chose que nous maîtrisons, j'ose croire. C'est toujours intéressant de venir partager son ressenti, ses expériences, en espérant qu'on sera écouté, même si il y a plus d'experts qui ne savent rien sur ce que nous faisons, ou bien même sur ce qu'ils font, quoi. C'est ça le problème, quoi. On a toujours l'impression que c'est celui qui parle fort qui a raison, même si nous on sait qu'il a pas raison. Merci d'être venu. Hein. Merci d'être venu. Alors, chers téléspectateurs, est-ce que je dois encore vous le rappeler? La culture est la seule chose qui nous restera lorsque l'on aura tout perdu, disait quelqu'un de plus intelligent que moi. Un peuple sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. La culture n'est pas seulement pour le divertissement, il y a également une dimension économique dans la culture. On peut investir, on peut s'y investir et pouvoir réussir sa vie. C'était le rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs. Rendez-vous jeudi prochain, même chaîne avec d'autres invités. Une nouvelle thématique. Vous n'avez pas été devant nous cet après-midi. Séance rattrapage samedi lorsqu'il sera 17h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 17h. Merci et d'ici là, gardez le sourire. Bye bye.